Encadré de 26 motocyclistes, le fourgon mortuaire transportant le cercueil de François Mitterrand arrive peu avant 11 heures. Jarnac, ville natale de François Mitterrand. Sur la place principale, deux familles sont réunies autour d'un cercueil. L'officiel, l'officieuse. Les Français ont découvert Mazarine, la fille du président de la République, et sa mère, Anne Pinjot, 2 ans plus tôt. Pendant 34 ans, le chef de l'État a tout fait pour cacher leur existence. Comme il a tout fait pour dissimuler son cancer qui finalement l'a emporté. Ces 2 secrets ont pesé lourd sur la vie du chef de l'État et de la nation. Car à vouloir les protéger à toute force, François Mitterrand a enfreint les principes démocratiques. Il a fait mettre sur écoute tous ceux qui auraient pu dévoiler son intimité. Comment en est-on arrivé là ? C'est bien un attentat antisémite qui a tué 6 personnes cet après-midi et en a blessé 22 autres rue des Rosiers dans le restaurant Goldenberg, l'un des restaurants juifs les plus connus de la capitale. 9 août 1982. C'est avec l'attentat sanglant de la rue des Rosiers que l'affaire des échos de l'Élysée va commencer. Le gars qui tirait, il avait un costume gris, que j'ai bien vu, avec une mitraillette sous sa veste. Et il tirait sur tout le monde. 6 morts en plein cœur de Paris. Le pays est sous le choc. François Mitterrand se rend aussitôt sur place et à la synagogue. Le président de la République promet de tout faire pour retrouver les assassins. Il place alors sa confiance en un homme qui va bientôt prendre une importance considérable auprès de lui. Ce qui compte, c'est la volonté de faire reculer le terrorisme partout où il se terre, de le traquer jusqu'à la racine. Une mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme sera confiée au chef d'escadron de la gendarmerie Proutot, qui travaille déjà, vous le savez, à mes côtés. Christian Proutot, un nom que les Français connaissent déjà. C'est lui qui, en 1974, a créé le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie. Jean-Louis Esquivier est alors membre du GIGN. Il est l'un des premiers à rejoindre Christian Proutot à l'Élysée. On était très liés parce qu'on avait fait Melun ensemble. Melun, c'est l'école des officiers de la gendarmerie. J'étais théoriquement spécialisé en informatique à l'époque. Christian avait besoin fondamentalement de gens fidèles. Il a donné un coup de fil. 48 heures après, j'étais à l'Élysée. Comme Jean-Louis Esquivier, 8 autres gendarmes et policiers s'installent aux 2 rues de l'Élysée. Petite rue, toute proche du palais présidentiel. Sous les ordres de Christian Proutot, ces hommes constituent secrètement une cellule antiterroriste. Mitterrand leur donne carte blanche. Leur mission, déjouer de nouveaux attentats. Tous sont impatients d'en découdre. Ils rêvent d'un coup d'éclat pour se faire bien voir du président. L'occasion de briller va bientôt se présenter. Moins d'1 mois après la création de la cellule, Paul Baril, l'un des membres de l'équipe, est sur un gros coup. Beau gosse, athlète et tireur d'exception, c'est un homme qui aime le risque. Baril a un tuyau. Il pense savoir où se cachent les terroristes de la rue des Rosiers. Il faut agir vite. Les tueurs s'apprêteraient à commettre un nouvel attentat. Ce seraient 3 nationalistes de l'armée de libération irlandaise. Le 28 août, Baril arrête 2 d'entre eux dans leur appartement de Vincennes. L'Élysée se fend aussitôt d'un communiqué pour souligner l'importance de l'arrestation. Sur les plateaux de télévision, on ne parle plus que de ça. Résultats dans la lutte contre le terrorisme. Oui. Alors,
Nous allons justement parler du terrorisme avec, je vous le disais, l'arrestation hier à 18h30 à Vincennes de 2 hommes par les gendarmes du GIGN. Trop beau pour être vrai, tout est allé si vite. Edoui Plenel est journaliste au Monde à l'époque. Il a des doutes. Comme d'autres, il ne s'explique pas ce que les Irlandais viennent faire dans l'attentat de la rue des Rosiers. Je suis rubricard police à l'époque et je fais partie de ceux qui disent ça colle pas. On n'a jamais vu d'Irlandais dans le terrorisme international qui ne soit pas lié à la cause irlandaise. Or, on nous présente ces Irlandais comme liés à l'attentat de la rue des Rosiers, un attentat terrible, un attentat antisémite. Ça ne colle pas, ça ne colle pas. Alors, Plenel enquête. Et à force de gratter avec d'autres journalistes, il trouve. En une du Monde, il dévoile bientôt que l'affaire a été montée de toutes pièces. La perquisition a été truquée. La cellule a voulu obtenir des résultats à tout prix. Et pour cela, elle se serait livrée à une magouille. Jean-Claude Cross, magistrat, se souvient de l'affaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a reproché à Baril d'avoir déposé des armes à des munitions et des explosifs dans le lieu de perquisition des Irlandais. Il y a eu une manipulation absolument scandaleuse. Nous allons dérouler la plotte, je vais enquêter, je vais vérifier, recouper, et au bout du compte, 8 mois après l'arrestation de Michael Plunkett, Stephen King et Mary Read, ils vont être libérés. Ils vont être libérés, toutes les charges vont être annulées, et cela grâce à nos enquêtes. L'affaire fait scandale. Les Irlandais ont croupi 8 mois en prison pour rien. Pourtant, malgré ce ratage, seul Paul Baril est discrètement écarté. La cellule n'est pas dissoute. Elle va continuer à agir secrètement. Mais après cet échec, plus question d'action sur le terrain. Proutot mise désormais tout sur le renseignement. Les écoutes vont alors se multiplier. C'est ici, dans les sous-sols des Invalides, que les enregistrements sont effectués. Au GIC, groupement interministériel de contrôle. Les conversations sont ensuite intégralement scriptées. Les transcriptions qui concernent la cellule sont renvoyées aux 2 rues de l'Élysée. Très vite, Plenel devient l'une des personnes les plus écoutées. C'est la bête noire du pouvoir. Car après les Irlandais, il enquête sur tous les sujets qui fâchent. Rainbow Warrior, ce navire de Greenpeace coulé par les services secrets français. Affaire Farwell, une affaire d'espionnage soviétique avec agent double. À chaque fois, les révélations du journaliste embarrassent l'Élysée. Je dirais que Plenel est une forme de récidiviste du scoop. Mitterrand est furieux, très furieux. Il considère que, quelque part, Plenel met en danger les intérêts de la France. Et c'est comme ça que se déclenchent les coups de Plenel. J'ai été écouté pour m'empêcher de faire mon travail de journaliste. Je n'étais pas du tout un journaliste connu. Simplement, je fais mon travail. Et je considère que cette gauche qui est arrivée au pouvoir en 81, si elle fait des choses scandaleuses au regard de l'état de droit, des barbouzeries, des opérations secrètes, on doit le révéler. Edoui Plenel n'est pas le seul à avoir affaire aux grandes oreilles. À la même époque, de plus en plus de personnes commencent à être mises sur écoute par la cellule. Et comme Plenel, bien souvent, elles n'ont rien à voir avec le terrorisme. C'est le cas de Jean Edernalier, écrivain en vogue et toujours très en verve. Tout passe, trépasse, il faut chanter à réveiller les morts. L'homme n'est qu'une mouche du coche. Allez, cocher, fouette, lacère, l'air du temps.
Si j'écris, c'est pour revenir sans cesse d'une manière surprenante dans un monde où, ma foi, eh bien, il n'y a plus que des survivants, des morts vivants ou des revenants. Laurent Allier était très proche de ce frère iconoclaste. Jean Hedern avait une certaine notoriété dans le monde littéraire. Il était original, il ne ressemblait à aucun autre écrivain de cet âge. Il était assez fantasque et il cherchait un peu la publicité, c'est évident. Au départ, avant qu'il ne soit mis sur écoute, entre Allier et Mitterrand, tout avait bien commencé. Les deux hommes se rencontrent à la fin des années 70. Les voici à Rambouillet, chez Jean Hedern. Même goût pour la littérature, même passion pour la politique et le débat d'idées. Ils étaient assez proches, ils se voyaient. Il y avait de longs déjeuners à la Closerie des Lilas. Et puis, ils s'estimaient. François Mitterrand a écrit dans Le Nouvel Observateur une critique disant que c'était le meilleur écrivain de sa génération. Et donc, c'était une amitié littéraire et ils s'admiraient l'un l'autre. Alors, tout naturellement, Allier soutient Mitterrand dans sa conquête du pouvoir. En 1979, il met sa plume au service de son ami François et écrit un pamphlet contre Giscard. Puis avec le journal qu'il a créé, l'Idiot International, Allier fait campagne pour Mitterrand. Du mercenariat idéologique pour lequel il est sûr qu'un jour, il sera récompensé. Il se voit déjà avec une émission de télé ou à la tête de la Villa Médicis, résidence d'artistes à Rome. Prévenez le roi de Rome et toute la jeunesse française. Mais bientôt, l'écrivain est mis sur la touche. Son fils, Frédéric, se remémore cette période difficile pour son père. À partir de 79-80, je pense que Mitterrand, autour de lui, se forme un phénomène de cours. Et Jean Hedern déteste les cours. Il ne va pas rentrer en cours. Et donc, il va, la cour va gentiment l'exfiltrer, quoi, et lui indiquer la sortie. On va lui ramener son chapeau et son par-dessus. Et là, ça va commencer à très très mal se passer. Ouais. François Mitterrand est élu président. Résultat officiel. Une fois Mitterrand élu en 81, la disgrâce s'amplifie. Jean Hedern n'est même pas invité à la garden party de l'Élysée. Quant au retour d'ascenseur espéré, rien. Pierre Jox, ministre de Mitterrand, se souvient de la manière dont le président laissait parfois entretenir de faux espoirs à son entourage. Vous savez, Mitterrand, il avait une façon de dire aux gens des choses qu'ils interprétaient. Je me rappelle un ami un jour, parce que Mitterrand lui avait dit « Ah oui, il faudrait quelqu'un comme vous pour remplacer le ministre de l'Agriculture. » Et alors, le ministre de l'Agriculture est changé, et il est nommé quelqu'un, mais pas le premier, l'autre. Qui est le premier, il va voir Mitterrand, il dit « Je suis déçu, vous m'aviez laissé espérer d'être nommé ministre de l'Agriculture, j'y comptais beaucoup. » « Ah bon, pourquoi ? » Ben, vous m'avez dit « Il faudrait quelqu'un comme vous. » « Ah oui, j'ai dit quelqu'un comme vous. » Allier lui aussi a espéré. Et il s'estime lésé. Puisqu'il n'a pas de poste, qu'on lui donne au moins un coup de pouce pour service rendu. Dans un geste désespéré, ne doutant de rien, l'écrivain rédige une lettre au fisc pour solliciter une faveur. Il n'a pas payé ses impôts depuis des années et demande à son trésorier d'éponger une ardoise de 750 000 francs. Il a demandé qu'on élimine cette ardoise fiscale. Mais la réponse n'est pas fait attendre, il s'est pris un contrôle. Face à ce refus, Allier est complètement dépité, humilié et en colère. Alors, il va se venger. Quand Jean Hedern voit qu'il n'aurait pas de responsabilité, que Mitterrand est inatteignable et entouré par une cour, il commence à réunir des informations sur Mitterrand. Il met tous les éléments
en place pour écrire un livre qui devrait s'appeler Tonton et Mazarine dans un premier temps, et ensuite L'honneur perdu de François Mitterrand. 40 ans plus tard, ce manuscrit original, nous l'avons retrouvé dans une ancienne abbaye, à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Il a suscité tous les fantasmes. Il s'agit d'un brûlot contre François Mitterrand. Le voici filmé pour la première fois. Allier y révèle tous les secrets du président. Mazarine, sa fille cachée, son passé vichiste, avec un possible détour par la cagoule, l'organisation d'extrême droite. Et enfin, le cancer qui le ronge. Pendant plusieurs années, Jean Hédern n'a eu de cesse de remanier ce texte. Sur cette première version, les annotations de sa main sont nombreuses, les critiques envers Mitterrand toujours cinglantes. Frédéric Allier lui-même préfère prendre de la distance avec cet écrit très dur. C'est un vrai pamphlet, ouais, c'est quelque chose de très... Ouais, c'est assez violent. Ouais. Moi, je considère pas que ça soit le manuscrit le plus intéressant. Et de loin, chez Jean Hédern, on est vraiment dans... C'est vraiment, pardon, un dégueulis de ressentiment via Mitterrand. Je peux vous lire un passage, par exemple, où il annonce le cancer. Ce qui est sûr, c'est que ces bulletins de santé sont autant de mystifications. Ils parlent d'examens approfondis. Comment peuvent-ils oublier l'appareil urogénital? La prostate d'un homme de 70 ans. Mort, il l'est déjà. Partout où il va, ce zombie, ce cocu ténébreux, poursuit ce travail de deuil. Il est même premier homme politique à s'être collé un masque mortuaire de son vivant. Sur son lit de mort, il aura sa vraie force tranquille, enfin. Que François Mitterrand ait craint ce livre, c'est évident. Si on avait su le cancer en 88, c'est-à-dire 7 ans plus tard, il est à peu près sûr qu'il n'aurait pas été réélu. L'ouvrage ne doit pas sortir. Alertés par des indices, Proutot et ses hommes se mobilisent pour empêcher sa publication. Alain Le Carreau travaille alors main dans la main avec la cellule. Lui est responsable de la sécurité du président. Il ne va pas faire la chasse aux manuscrits, mais 4 décennies plus tard, il considère toujours que leur mission à tous était aussi de protéger les secrets de Mitterrand. Il s'agit de la sécurité d'un chef d'État, président de la République. Donc il ne s'agit pas seulement de la sécurité physique, mais il s'agit aussi de la protection de son image en tant que président et en tant que représentant de la France. Et donc oui, tout à fait, ça rentrait tout à fait dans notre cadre. Oui. C'est l'intégrité du président de la République qui est extrêmement importante. Et, il faut que le président de la République représente quelque chose jusqu'au fin fond de la France, au fin fond des campagnes, au fin fond des villes, au fin fond des banlieues. Pour préserver cette image présidentielle, les hommes de la cellule auraient découragé plusieurs éditeurs de publier L'honneur perdu. La persécution et l'interdiction a été manifeste. Là, il y a eu 17 éditeurs qui ont été découragés de publier par des contrôles fiscaux, par toutes sortes de moyens pour empêcher. L'État est quand même assez puissant pour empêcher un éditeur de publier. Le manuscrit circule sous le manteau dans tout Paris. La cellule finit par en récupérer une copie. Après l'avoir eu en main, Pierre Joxe, alors ministre de l'Intérieur, se mobilise à son tour pour éviter sa publication. J'ai essayé d'éviter que cette publication ait lieu, parce que c'était répugnant, injurieux, et que pour des raisons évidentes, puisque j'avais eu le privilège rare de le lire, je pensais qu'il valait mieux que ça ne paraisse pas. Et j'ai pu convaincre en effet certaines personnes comme moi
C'est pas urgent que ça paraisse. Que la littérature française pouvait se passer de ce chef-d'œuvre. Tout ça est d'une très grande médiocrité. C'est nul pour un amoureux de la littérature comme François Mitterrand. Vouloir empêcher un auteur de publier. S'il calomnie, il n'y a qu'à le poursuivre en justice. Mais on ne va pas... Voilà. Donc ce qu'ils ont fait à l'égard de Jean Edernalier, qui a accru sa folie, qui a accru sa démesure, est évidemment inadmissible. Empêché de publication, Jean Edernalier fout de rage. Et il sombre dans l'alcool et la paranoïa. Mais il ne se laisse pas faire. Invité sur le plateau d'Apostrophe, la célèbre émission littéraire de Bernard Pivot, Hallyet vient faire la promo de son nouveau roman. Vraiment, il vous donne à nauser ? Ah oui. Et il en profite pour faire passer un message au président. Il insinue qu'il pourrait se livrer à un enlèvement. Le crime contre l'innocent, et nous songeons à enlever un certain enfant d'un président de la République. Un progrès décisif. Un certain enfant d'un président. Kidnapper Mazarine. Encore une provocation. Pour savoir tout ce qu'il manigance, le téléphone de l'écrivain est branché. Le moindre de ses coups de fil est écouté au gic, puis scripté. Voici les copies de synthèse datées de février 1986. Hallyet est surnommé Kid. Kid annule son dîner de samedi soir car son père s'est cassé 2 côtes. Puis il parle d'un nouveau mouvement littéraire qui s'appellerait les aristos-libertaires. Kid ne peut pas donner rendez-vous à la closerie, car il est en froid avec eux pour des raisons de dette. Bientôt, les hommes de la cellule connaissent tout de sa vie et de ceux qui l'appellent. À ce moment-là, tout le monde est écouté. La meilleure preuve, c'est que le café principal de Jean Edern, c'était la closerie des Lilas, et le téléphone public de la closerie des Lilas était sur écoute. Donc vous voyez le nombre de gens qu'il y a, c'est des centaines d'écoutes. Et comme on ne sait pas ce qui intéresse le centre des écoutes, note l'intégralité de ce qu'ils entendent. Alors aussi bien la commande au boucher que les planifications de vacances, que tout ça. Le viol de la vie privée de Jean Edern-Hallyet n'est pas un cas isolé. À la même époque, la vie d'Edoui Plenel, elle aussi, est disséquée. Contre toute déontologie policière, des détails très personnels de son intimité sont consignés par les hommes de la cellule. C'est le cas de certaines transcriptions qui ont donné lieu à des synthèses que nous avons pu filmer. Plenel y apparaît sous le nom de code Benet. Extrait. Benet et Marion se rendent dans un sauna. Plenel a l'intention de se mettre en vacances dès demain. Benet demande le code d'entrée des parents, 04 37 BA, et le téléphone, 87 44 706. Benet est au journal, il s'en va à son débat à Mantes-la-Jolie. Le plus scandaleux dans les écoutes, c'est le fait qu'ils notent, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, toutes sortes de choses sur la vie. Plenel et Hallyet ne sont pas les seuls à être dans le collimateur de la cellule. Comme eux, des centaines de personnes, loin d'être des terroristes, sont écoutées. C'est le cas de l'actrice Carole Bouquet ou du journaliste Hervé Brusini. Créature avide, la cellule n'est jamais rassasiée. Et les victimes de sa voracité sont nombreuses. Comme François Froment-Meurice, à l'époque engagé en politique. La cellule, elle a déraillé parce qu'il fallait qu'elle prouve son utilité. Elle a prospéré parce qu'elle avait besoin d'apporter des résultats. Et comme du côté de Jean Edern-Hallyet, finalement, il n'y avait pas beaucoup de grains à moudre, eh bien, ils ont commencé à écouter tout et n'importe qui. Et je me mets dans les n'importe qui. Une dérive de plus en plus problématique. Car contrairement aux écoutes judiciaires ordonnées par un juge,
Ces écoutes dites administratives se situent dans un flou juridique. Faute d'une loi, dans les années 80, elles ne sont pas explicitement autorisées. Pourtant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les gouvernements y ont eu recours. J'écoute. François Mitterrand en personne a allègrement été écouté par le pouvoir gaulliste. Dans les années 60, il s'est levé contre cette pratique. Quand 20 ans plus tard, la gauche arrive aux responsabilités, elle promet donc de réglementer les choses. Robert Schmelk, président de la Cour de cassation, est désigné pour élaborer un rapport. Il émet des recommandations, énonce des règles, pose des garde-fous. Interdiction d'écouter les avocats, les personnalités politiques et les journalistes. Et donc, le rapport Schmelk disait, faisant le bilan de toute la période précédente de la Ve République, qu'on ne pouvait pas écouter les journalistes parce qu'on portait atteinte à un droit fondamental, le droit de savoir des citoyens, le droit à l'information. Et donc, il énumérait des professions protégées au nom d'un droit fondamental, de liberté fondamentale. En attendant le vote d'une loi, le rapport Schmelk doit servir de référence. Il devrait être la boussole de la cellule, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est loin d'être le cas. Un homme va s'en rendre compte et tenter de mettre le holà, Louis Schweitzer. Lorsque Laurent Fabius succède à Pierre Mauroy à Matignon en 1984, Louis Schweitzer devient son directeur de cabinet. En vertu du rapport Schmelk, c'est désormais à lui que revient la délicate mission d'autoriser des écoutes. Car pour les déclencher, il faut sa signature. Un rôle qui n'enchante pas vraiment ce haut fonctionnaire qui, pour la première fois, accepte de parler de cette affaire. J'étais toujours mal à l'aise parce que, pour une raison formelle d'abord, c'est que je participais à une procédure qui n'avait pas de base légale. Et donc, c'était la seule activité que j'avais à Matignon où j'agissais sur une base qui n'était pas légale. Et je dois dire, au fond, l'intrusion que représente une écoute téléphonique est quelque chose qui me gêne. Il ne faut pas beaucoup de temps à Louis Schweitzer pour comprendre que la cellule de l'Élysée est très gourmande en écoute. Alors, il étudie les demandes avec soin et refuse de signer toutes celles qui lui paraissent suspectes. Des refus qui contrarient Christian Proutot, le chef de la cellule. Dans cette lettre datée du 6 novembre 1985, que nous avons retrouvée, il se plaint directement à François Mitterrand. Les écoutes seraient devenues impossibles à pratiquer. Cette procédure rencontre actuellement quelques difficultés en la personne de M. Louis Schweitzer. La technique utilisée par le cabinet du Premier ministre est simple. Elle consiste à nous refuser systématiquement toute nouvelle construction et à ne pas nous accorder les demandes de renouvellement. Et justement, l'une de ces demandes chiffonne particulièrement Louis Schweitzer. Elle concerne Jean Edernalier. Que doit-il faire ? Jean Edernalier n'appartenait à mes yeux pas à une catégorie pour laquelle les écoutes étaient interdites. Et j'avais de lui l'image, d'après ce qui m'avait été dit, de quelqu'un d'assez instable, et comme les gens instables qui peuvent présenter des risques. Voilà. Mais comme je n'étais pas sûr, c'est le seul cas dans toutes les écoutes que j'ai autorisées où j'ai sollicité l'avis du Premier ministre. Je lui ai demandé de valider ces demandes d'écoute auprès du président de la République lui-même personnellement. Ce qui a été fait ? Ce qu'il a fait, et il m'a confirmé, le Premier ministre m'a confirmé que les demandes d'écoute relatives
à Jean-Marie Dernalier répondait à une demande personnelle du président de la République lui-même. Puisque Laurent Fabius donne son feu vert, Louis Schweitzer autorise la demande d'écoute de Jean Dernalier. Mais pour toutes les autres, celles où il a un doute, il bloque. Et il refuse de signer. Pour éviter de voir leur demande retoquée, les hommes de la cellule déploient les grands moyens. Ils vont maquiller leur demande d'écoute. Rien que ça. D'abord, ils donnent un pseudo aux cibles. Plenel et donc Benet. Mais ce n'est pas tout. La demande d'écoute du journaliste est faite au nom de sa compagne. Benoît Lapierre Nicole. Motif, trafic d'armes. L'écoute téléphonique est au nom de ma compagne, dont le métier est transformé. Elle est chercheuse au CNRS, il est mis secrétaire. Et le motif qui est dit, c'est trafic d'armes. Donc, celui qui signe cette écoute, le directeur de cabinet du Premier ministre, il n'y voit que du feu. Il ne sait pas que c'est un journaliste, il ne sait pas que c'est une violation d'une liberté fondamentale. Ces écoutes ont été, à l'évidence, maquillées de façon que je les ai signées. Vous vous êtes senti trahi? Je me suis senti trompé. Du côté de la cellule, voilà les justifications avancées. Je peux avoir une explication sur le nom. Souvent, les gens, plutôt malins d'ailleurs, il y en a, ils mettent pas le téléphone à leur nom, mais ils le mettent à leur compagne ou à leur femme. Bon. Alors, trafic d'armes. Bon, trafic d'armes. Bon, trafic d'armes. Enfin, moi, bon, c'est pas que j'en ris, mais effectivement, s'il y a trafic d'armes, bon, en tout cas, c'est pas moi qui ai marqué trafic d'armes. C'est peut-être, oui, effectivement. Ou alors, est-ce qu'il y a eu un trafic d'armes? J'en sais rien. Il faut attendre l'arrivée de Jacques Chirac à Matignon en 1986 pour que les écoutes cessent, brusquement. C'est la cohabitation. La cellule est mise en sommeil sans que personne ne soit au courant. Elle reste le secret le mieux gardé de la République. Tout aurait pu en rester là, mais le 4 mars 1993, surprise. 11 ans après la création de la cellule, l'affaire des écoutes éclate au grand jour. En une, Libération annonce qu'Edoui Plenel a été mis sur écoute par l'Élysée. L'article fait l'effet d'une bombe. La nouvelle est reprise dans tous les JT. Les oreilles de l'Élysée braquées sur un journaliste du Monde, Edoui Plenel, spécialiste des affaires. C'est Libération qui l'affirme ce matin, document à l'appui. Ces comptes rendus concernent 16 écoutes téléphoniques illégales réalisées en 85 et 86. Ma réaction sera, quand je m'en remémore, une réaction en fait de sidération. De me dire que sans aucun doute, il m'avait écouté est une chose. Puis de retrouver ça, et puis transcrit comme ça, j'ai été sidéré. Edoui Plenel n'est pas le seul à être estomaqué. Une semaine plus tard, nouvelle révélation. Libé dévoile que 114 personnes ont été écoutées par la cellule de l'Élysée pendant 3 ans. Des dizaines de journalistes, avocats, politiques, éditeurs, écrivains. À part pour des terroristes, je veux dire, de mettre des téléphones sur écoute, c'est tout. Ça fait rire jusqu'à un certain point. C'est pour ça que, je vous dis, ça a fait rire mon entourage, ça m'a fait rire hier. Mais je trouve ça si grave que je ne peux pas en rire plus que ça. Comme Carole Bouquet, François Froment-Meurice fait partie des écoutés. Il est alors député européen. Il est aussi président d'une association d'aide aux chrétiens du Liban. Raison pour laquelle son téléphone aurait été branché. Au cas où. Pseudo Frites, motif trafic d'armes. Interrogé dans un JT, il fulmine.
Mais pourquoi pas trafic de bombes atomiques aussi pendant qu'on y est? Mais n'importe quoi. Aujourd'hui encore, François Froment-Meurice se souvient de ses écoutes découvertes dans le journal. Il y avait des morceaux qui étaient transcrits, pas grand-chose. Hein. Il y avait surtout la fiche d'écoute qui était reproduite in extenso dans le journal. Nom de code Frite 1. Ma femme, Frite 2. Bon. C'est le seul point sur lequel il y avait une certaine logique. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. D'autant plus qu'à l'époque, personne n'avait la moindre idée de l'existence de cette cellule de l'Élysée. C'est cet article de Libération qui a fait prendre conscience, qui a permis de connaître l'existence de cette cellule. Pour le député centriste, ces écoutes vont avoir un impact considérable. Selon lui, elles ont brisé sa carrière politique. Au moment des révélations, en mars 1993, Froment-Meurice se présente aux législatives. Il va perdre à quelques voix près. Mes adversaires ont eu la grande délicatesse d'inonder la circonscription avec la copie du journal, de ma fiche d'écoute, en disant « vous n'allez tout de même pas voter pour un trafiquant d'armes ». Et évidemment, je ne peux pas vous dire que ça a fait un très bon effet sur mes électeurs. Donc j'ai été écrasé. Alors bon, ça a terminé ma carrière politique. Je ne me suis pas représenté aux élections européennes qui avaient lieu en 1994. Et j'ai arrêté la politique. Les révélations de Libération sont un coup de tonnerre. Comment une telle dérive a-t-elle pu avoir lieu? Une enquête est ouverte et confiée à Jean-Paul Vallat, juge d'instruction connu pour sa rigueur et sa rectitude. Immédiatement, une question taraude de magistrat. Que savait François Mitterrand? Un seul journaliste ose poser la question au président, un Belge de la RTBF. Un des sujets justement qui concernait en tout cas l'Élysée, c'est cette fameuse histoire des écoutes téléphoniques qui auraient été commandées par le groupe. L'Élysée n'écoute rien. Il n'y a pas de service d'écoute à l'Élysée. Il ne peut pas y en avoir. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs des écoutes. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas. On s'enfonce encore un peu plus. Mais je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Notre conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer maintenant. Je ne pensais pas qu'on allait tomber dans un tel degré de vilainie. Mais, monsieur le Président, merci. Il ne s'agissait pas de ça. C'est terminé. Coincé, Mitterrand choisit de jouer la comédie. Mais à l'époque, personne ne sait s'il dit ou non la vérité, même pas le juge Vallat. Car pour l'heure, en dehors des articles de Libération, il n'a pas grand-chose dans sa besace. C'est alors que l'enquête va prendre un tour inattendu. Après 2 ans d'investigation, un beau jour, une mystérieuse femme vêtue de noir se présente au palais de justice. Aux gendarmes, en faction, elle remet une enveloppe contenant 5 disquettes pour le juge Vallat. À l'intérieur, les sauvegardes de plusieurs fichiers créés par la cellule antiterroriste. Près de 2000 personnes recensées, plus de 3000 conversations. Là, c'est la dynamite qui explose. Qui est cette femme? On ne sait pas. Est-ce que c'est d'abord vraiment une femme? Certains ont prétendu que il ne s'agissait même pas d'une femme, de quelqu'un déguisé en femme. Il y a eu toutes les rumeurs, tous les fantasmes concernant cette fameuse dame en noir. On ne sait toujours pas qui c'est au jour d'aujourd'hui. 2 ans plus tard, en 1997, nouveau rebondissement. Les archives personnelles de Christian Proutot sont découvertes dans un garage en banlieue parisienne et saisies par des enquêteurs. À nouveau, des listings de personnes écoutées. Mais surtout, des transcriptions d'écoute portant l'annotation « vue » authentifiée comme étant de la main de François Mitterrand. Les choses sont claires à ce niveau-là.
Mitterrand est à l'origine des écoutes. Il surveille, il suit. C'est étonnant, c'est étonnant. C'est pour nous quelque chose qui a été une très grande surprise. À quel point il a été pointilleux sur ses écoutes téléphoniques. À l'époque, Pierre Jox aurait été l'un des seuls à dire à François Mitterrand qu'il fallait arrêter ces écoutes. Moi, je suis sorti de l'ambiguïté en disant qu'il faut arrêter ça complètement et immédiatement. J'ai été écouté immédiatement, mais je n'ai pas été suivi immédiatement. J'ai été écouté, finalement, Proutot, il a été débarqué. Même des gens très intelligents font des choses complètement idiotes. Et c'était complètement idiot, et l'homme Mitterrand était très intelligent, et il a laissé toute l'équipe de Proutot et Esquivier et compagnie faire des choses complètement idiotes, qui étaient, alors à mon avis, ça, totalement inutiles, et dangereuses, et illégales, et contraires à ses propres principes. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est une vieille expression de la philosophie politique française. Ça, Mitterrand, il s'en est écarté. François Mitterrand ne sera jamais interrogé par la justice sur ses écoutes. Il meurt en 1996, un an avant la découverte du box de Proutot. L'affaire des écoutes n'aura eu aucune conséquence directe sur son mandat. C'est pas le Watergate, la France. Il est évident que dans d'autres pays, les pays anglo-saxons, les pays scandinaves, ce genre d'affaires aurait contraint le président de la République à la démission, ça c'est clair. Et donc il y avait chez François Mitterrand cette petitesse de la grandeur, cette médiocrité du pouvoir, elle était là et cette histoire la dévoile. Le procès des écoutes s'ouvre le 15 novembre 2004. Il est présidé par le juge Jean-Claude Cross et durera 3 mois. Un procès fleuve où tous les plus grands avocats du barreau parisien sont présents. La famille de Jean Edernalier, Edoui Plenel, Carole Bouquet, ainsi que de trentaines de personnes écoutées son partie civile. À la barre, Christian Proutot se dit seul responsable et tente de dédouaner ses hommes. Comme lui, 11 autres personnes comparaissent devant le tribunal, dont Jean-Louis Esquivier, mais aussi Louis Schweitzer. Plusieurs d'entre eux sont condamnés, mais amnistiés. De ce fait, la loi interdit de faire état de leur condamnation.